toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Mais j'espère que moi aussi, parce que lundi on a encore évaluation, alors là cette fois-ci c'est CP, c'est CP2, j'en peux plus, je suis fatiguée. Là, jeudi, vendredi, je suis pas allée parce que franchement ça m'avait fatiguée, ce lundi, mardi avec le scooter et tout, c'est bon, laissez tomber. Et jeudi, on a l'oral pour celles qui ont... Mais on fait que des révisions. Voilà. Donc... ouais, j'ai le dos, je commence à avoir mal au dos et tout, mal dans la hanche. Hier, je boitais, donc je me suis dit, bon, on va se calmer, tu vois. Et donc, je vais vous la raconter une, c'est que, figurez-vous, la dernière fois, je vous ai lu, comme quoi... Ouais, je sais, j'ai une coupe un peu chelou, mais... Comme quoi, la DGSE le recrutait. Et donc, je vais à mon fils, et je lui dis, putain, pourquoi tu postules pas? Il me dit, à quoi? Je dis, bah, à la DGSE. Mais tu vois, mais c'est le truc des services secrets et tout. Et je dis, ouais, mais ils cherchent des gens ordinaires pour accomplir des missions extraordinaires. J'ai dit, et en plus, tous les plats sont cuisinés sur place. Il me dit, tu prends pour rigoler. Je dis, non, je te promets, c'est écrit comme ça. Et donc, je lui montre l'article. Il me dit, bah, je sais pas, c'est comme tu veux. Je dis, bah, non, c'est toi. Et je dis, ma foi, ça te dirait pas de rentrer dans les services secrets et tout. Enfin bon. Et il me dit, ouais, pourquoi pas. Et en fait, il a postulé. Imaginez, il est pris. Mort de rire. Et il y a Pôle emploi, enfin, pas Pôle emploi, et il y a l'OFI qui l'a appelé pour une place. L'OFI, c'est l'organisme français de l'immigration, là, je sais pas quoi. Et comme il a travaillé à Pôle emploi. Et en fait, là, il lui proposerait un boulot 35 heures comme fonctionnaire, carrément. Et il m'a dit, je sais pas. Il m'a dit, parce que lui, il veut devenir conseiller en insertion professionnelle, mais il faut qu'il ait un bac plus 2. Donc là, il avait vu pour une formation en management, il m'a dit comme ça, après, une fois que j'ai fait ma formation en management, je peux aller sur une formation en alternance pour justement faire ça. Et il me dit que si je fais ça, je vais pas pouvoir le faire. J'ai dit, ben écoute, tu vois. Et donc, qu'est-ce que je voulais... Tac, 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 tac. Ah, et oui. Et figurez-vous que demain, on doit aller manger au restaurant avec ma mère. Parce qu'elle a fêté ses 89 ans. D'ailleurs, j'ai oublié de lui souhaiter joyeux anniversaire. Bon, ça va, elle a pas trop flippé. Donc, elle m'a dit, ouais, mais c'est bon, j'ai que 89 ans. Enfin bon, parce qu'elle fait jamais ses anniversaires, hein. Donc, bon. Mais là, comme bon, il y a mon fils, ma fille, ouais, ils sont tous là. Il y a Maggie. Alors Maggie, mais c'est ma tante. Et je vais vous en raconter une pour vous dire comme les gens quand même ils sont dégueulasses en vérité. Donc ma tante pour moi c'est j'aurais aimé que ma mère elle soit comme ça, vous voyez. Enfin je parle humour, vous voyez, délire, enfin bon voilà, que ce soit pas une cul cousue comme on dit comme ma mère. Bon. Et donc, moi, je me régalais avec ma tante. Je me la glissais que les Noëls et tout. Des fois, elle la voyait le week-end, vous voyez, pour aller voir ma tante. Parce qu'elle me faisait délirer. Et ma tante, elle est toute petite. Bon, déjà, elle était aussi grande que moi à l'époque. Donc, elle faisait 1m60. Et là, maintenant, même un peu moins. Et là, maintenant, elle doit m'arriver, vous voyez, à l'épaule. Elle doit faire 1m30, vous voyez. Elle a 90 ans. Passé, je pense. Ouais, je crois. La fille. Mais elle adore sa tante. Et je vous l'avais dit qu'elle était devenue aveugle suite à une erreur médicale. Bon, une erreur de diagnostic, d'information, de transmission d'informations sur son état de santé. Enfin, et donc elle ne voit pas son fils. Son fils, il a 60 ans et quelques. Il a la maladie de Parkinson et en plus il s'était chopé le Covid. Au temps du Covid, il a manqué crever. Il était en soins intensifs et tout. Enfin bon, là il arrive à peine à remarcher. Enfin bon. Et un peu il embrouille par rapport à son fils et tout, mais bon, un peu comme moi et ma mère, tu vois. Et donc là, elle est partie un mois pour voir son fils, du coup. Et donc elle a pris le train, seule, aveugle. Bon, heureusement que le contrôleur, il a aidé, parce que du coup, voilà, parce qu'elle veut l'aide de personne. Et donc elle est partie, alors je sais pas, à Lyon, je sais pas où c'était, enfin, je sais pas où il habite ce mec. Et elle est restée pendant un mois. Et ma tante, elle aime bien aider, elle aime bien rendre service, vous voyez, elle aime pas rester inactive dans le canapé à regarder la télé. Mais comme elle y voit plus rien, donc sa belle-fille, donc la femme de son fils, lui a dit non, vous faites rien, c'est moi qui fais, vous faites rien. Et un jour, elle devait aller à la pharmacie prendre des médocs, sa belle-fille. Et donc ma tante, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait son petit déjeuner, donc elle déjeune, et après elle se nettoie sa petite vaisselle, vous voyez.
Et... Eh bien, elle est toute menue, ma tante. Vous voyez, vous lui faites ça, elle tombe, ma tante. Bon, et en plus, la dernière fois, il a fouché le portefeuille dans le sac. Et la dernière fois, le voisin, il a appelé les condés parce qu'il y avait des mecs avec une échelle qui voulaient rentrer chez elle pour lui cambuter son appartement. Bon. Et là, elle a perdu son échelle l'année dernière. Bon, fait. Et donc, elle fait la petite vaisselle. Et il restait de la vaisselle dans l'évier. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le met dans la vaisselle. Comme ça, elle dit, ça va l'avancer. Au moins, comme ça, elle n'aura plus qu'à faire la vaisselle. Sauf qu'elle n'avait pas vu. Mais bon, moi aussi, ça m'est arrivé déjà. Combien de fois j'ai mis de la vaisselle propre, enfin, de la vaisselle sale dans de la vaisselle propre. Parce que moi, ma vaisselle aussi, quand je la mets dans la vaisselle, elle est presque propre. Parce que bon, elle a trempé dans l'évier, donc elle est presque propre, vous voyez. Donc on ne voit pas la différence. Et donc, elle met la vaisselle dans la vaisselle propre. Et ma mère, elle me dit, quand sa belle-fille, elle est rentrée, elle lui a tapé scandale. Et son fils aussi. Et ils l'ont fait pleurer. Et je me dis, comment tu fais pour faire pleurer ta mère, en fait? Tu vois? Parce que même si ta mère, tu l'aimes pas, même si ta mère, tu as eu des problèmes avec, d'accord? Même que, voilà, moi, ma mère, j'ai eu des problèmes. Ma mère, elle m'a fait des coups sales, mais vraiment très sales, mais vraiment. Et c'est bon, elle a 90 ans maintenant. Tu veux que je fasse quoi, en fait? Je vais lui parler comme un chien? Pourquoi faire? C'est où tu parles plus à ta mère, voilà, tu coupes les ponts, d'accord? Parce que tu la supportes plus, un peu comme j'ai fait avec mon père, parce que franchement, il m'avait poussé à bout et que franchement, il avait dit des trucs que jamais tu dis à un enfant, en fait, tu vois, ton enfant. Donc là, ça a été mort, et je lui parlais plus. Si c'est pour lui parler, la traiter comme un chien, ça sert à quoi? Moi, je comprends pas, ça, c'est des trucs comme ça. Moi, pour moi, c'est pas des gens, en fait, tu vois? C'est où tu lui parles plus, tu la calcules plus, c'est plus ta mère, bon ben voilà. Mais 90 ans, aveugle, elle t'arrive là, elle fait 1m30, elle est toute menue, elle est toute... Et puis elle est rigolote, ma tante, vous voyez, elle a toujours le côté positif, elle est toujours en train de faire de l'humour, de faire... Moi j'adorais, parce que quand on allait chez elle, elle mettait la musique, elle dansait, elle chantait, vous voyez, c'était une femme pleine de vie. Elle est toujours pleine de vie. Tu oses lui parler comme un chien? Comment tu fais pour parler, pour faire pleurer ta mère, en fait, qui a 90 ans, qui est aveugle, qui a passé un mois, qui a pris le train toute seule pour venir te voir, en fait. Mais tu n'as pas de figure. Ah oui, non, mais c'est un CRS. Ah oui, c'est un ancien CRS. Ah oui. J'ai peut-être... Elle a de la chance, ma tante, que moi, je ne suis pas une de ses filles. Parce que franchement, il parle comme ça, ma mère. Mais c'est même pas la peine. Et la belle-fille, mais c'est même pas la peine, je suis en train de parler cheveux. D'où tu oses faire pleurer ma mère, en fait. Moi, ma mère, des fois, je la refoule un peu, vous voyez. Mais je me contiens, parce que c'est ma mère, parce qu'elle est vieille, et parce que je vais pas lui parler comme un chien. Ça voudrait dire que je suis pire qu'elle. Vous voyez, ce serait pire que ce qu'elle m'a fait, en fait. C'est bon, c'est où tu as oublié, ou tu es passé à autre chose, c'est bon, tu as 60 ans. Moi, j'ai 52 ans, j'ai 2 enfants, j'ai 2 chiens. C'est bon, mon enfance, ça y est, c'est bon, c'est du passé. Enfin, je veux dire, voilà, ma mère, elle m'a fait la misère, jusqu'à ma majorité, on va dire. Et après, c'est bon, tiens, bon, basta, j'ai fait ma vie, pendant 7 ans, j'ai plus parlé. Maintenant que je lui reparle, c'est pas pour lui parler comme un chien, en fait. Sinon, je lui reparle pas, tu vois. Bah, fait voilà. Donc, non, mais c'est pour vous dire, voilà, c'est ce qui me dégoûte. Vous voyez, voilà, ça, c'est des trucs aussi qui me dégoûtent. Mon demi-frère, sa mère, il lui a plus parlé jusqu'à la fin. Il lui a juste parlé, voilà, parce que je sais plus quoi. Je crois que c'est elle qui est rentrée en contact, ou lui qui l'a retrouvé. Il lui a parlé, mais il m'a dit, ma mère et moi, là, elle est morte, sa mère. Il est allé à l'enterrement, mais il n'a pas pleuré, il a rien fait. Et voilà, il n'a plus parlé à sa mère, il n'a plus parlé à sa mère. Sa mère l'a abandonné, et ça y est, c'est bon, tiens, bon, basta. Il va pas lui reparler pour lui parler comme un chien, en fait. Surtout pour une histoire de la vaisselle, qu'on s'en bat les bonbons. C'est pas toi qui fais la vaisselle, en fait, c'est de la vaisselle, tu vois. Comment tu oses jeter une personne âgée qui a 90 ans, qui est aveugle, comme une merde? Tout ça parce qu'elle s'est trompée, elle a mis 2 assiettes sales dans les assiettes propres. Bon, allez, on va faire science et technologie cette fois-ci. Science et avenir. On sait enfin pourquoi nous recevons uniquement l'ADN mitochondrial de nos mères. Eh bien, vous savez, comme moi, je suis O positif. Ma mère, elle est O positif. Et mes enfants, ils sont O positifs. Vous savez que les O positifs, il paraît que c'est descendant de l'Atlantide. Non, non, c'est vrai, je vous jure. On est le top du top, nous. Contrairement au reste de notre information génétique qui est transmise à part égale par nos 2 parents, l'ADN contenu dans les mitochondries provient exclusivement de la mère. Alors, pourquoi? Non, parce que je ne vais pas tout lire. Alors, l'ADN mitochondrial. Contrairement aux chromosomes, celui-ci n'est pas contenu dans le noyau cellulaire, mais dans les mitochondries, des organelles qui produisent l'essentiel de l'énergie utilisée par nos cellules.
Eh ouais, c'est girl power. Ah ben tiens, en parlant de ça, je viens de voir sur Beurre FM, non, ben un truc de fou, le dépistage du sein, du cancer du sein. Ouais, que c'est de la merde. Voilà. Fait que c'est pas comme, voilà, qui disent qu'en vérité, c'était un cancer du sein, c'est pas en faisant un truc tous les 2 ans ou tous les ans, te faire éclater le nichon entre 2 plaques, qu'on va découvrir ton cancer, parce que les 3/4 des gens qui meurent des cancers du sein, ce sont des cancers rapides. C'est-à-dire qu'ils apparaissent entre les 2 éclatages de nichons. Voilà. Non, non, c'est très intéressant. Donc, regardez si vous le retrouvez, le cancer du sein, je sais pas quoi, sur Beurre FM. Enfin, sur YouTube, du coup. On ne savait pas comment l'embryon faisait pour éliminer l'ADN venant des mitochondries des spermatozoïdes. Mais des chercheurs de l'université viennent d'élucider ce mystère dans un... Ah, d'accord. Il n'a pas besoin d'éliminer l'ADN des mitochondries parentales, tout simplement parce qu'elles n'en ont pas. Voilà. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Les spermatozoïdes se vident de leur ADN mitochondrial en mûrissant. Ça mûrit un spermatozoïde? Ah, développement. D'accord. Ah oui, non, parce que moi, tu me dis mûrir. Tu vois, c'est un peu comme la figue avec ses fleurs à forme de graines, tu vois, à l'intérieur du fruit. Moi, si tu me dis mûrir, pour moi, c'est comme un fruit, tu vois. Non, développer, ok. Cette disparition du matériel génétique des mitochondries des spermatozoïdes est due à une incapacité à renouveler leur ADN. Eh ouais, sans doute. Eh ouais, sans doute, hein. Car ces cellules ne produisent plus certaines des protéines nécessaires à la réplication de l'ADN mitochondrial. Eh ouais. Eh, c'est dit, le best of the best, c'est nous. Pourtant, elles ont une grande quantité d'une autre protéine mitochondriale, mais codée par l'ADN du noyau cellulaire. Eh ouais, un truc qui sert à rien. En regardant de plus près, les chercheurs ont découvert que le TFAM des spermatozoïdes était différent de celui observé habituellement. Cette protéine est plus longue car elle garde encore un fragment normalement enlevé de la mitochondrie au moment de sa maturation. Eh ouais, un processus essentiel pour que l'embryon parte sur de bonnes bases. Et vous croyez que c'est pas parfait, hein? Vous croyez que ce que... Je sais pas qui c'est qui a mis ça sur Terre, enfin ici, enfin on sait même pas si on est sur une Terre. Vous croyez que c'est pas le paradis en fait? Moi je vous dis, il y a un problème. Moi je suis sûre que Dieu, il nous a pas éjecté du paradis. En fait, on est toujours dans le paradis. Parce qu'en fait, si c'était pas nous qu'on ferait de la merde, ça serait le paradis, la Terre. On est ok. Les animaux, déjà, c'est parfait. La nature, elle nous apporte tous les médicaments, tout ce qu'il faut, la nourriture, l'eau, tout. Quand ils disent les Israéliens, la manne dans le désert qui se levait et qui avait à manger, bah, t'as pas besoin de la manne de Dieu, en fait. Tu ouvres ta fenêtre et normalement, selon où tu es, bien sûr, c'est sûr que moi, j'ouvre ma fenêtre, je suis sur une passerelle. Mais selon où tu es, tu as des arbres fruitiers, donc tu peux manger sur la terre. Tu peux, sans rien cultiver, sans rien faire, tu peux te nourrir avec les animaux et avec les fruits. Tu peux te soigner avec les plantes, tu vois. C'est le paradis, hein, la terre. Mais je sais pas pourquoi il y a une couille dans le pâté. Alors là, on va faire du tout et du n'importe quoi. Ça va être autant l'espace que le reste. Voilà. Espace, la masse de la Voie lactée bien plus inférieure que celle calculée jusqu'ici, selon une étude. Alors, bfmtv.com. Alors, la Voie lactée aurait une masse 4 à 5 fois inférieure à celle calculée jusqu'ici. Ah oui, ça fait beaucoup quand même, hein, parce que c'est gros. C'est un peu gros quand même la Voie lactée, tu vois, dont les conclusions bousculent les connaissances sur les caractéristiques de notre galaxie. Je vous dis, ça veut rien. Ils vous expliquent des trucs depuis que vous êtes bébé alors qu'ils connaissent rien en fait. 1,8 milliard d'étoiles. Ok, dans son dernier catalogue 2022. Alors on attend le catalogue 2023. Alors, un disque de quelques 100 000 années-lumière de diamètre. 4 bras, eh ouais, dont l'un abrite notre système solaire. Ah ouais, parce que nous on est juste au bout du bras. Ça fait 4 bras comme ça. 2, 3, 4. Et nous on est juste au bout. Enfin, soi-disant, du coup, on ne sait pas, on n'est pas sorti, tu vois, du truc. Donc du coup, on ne peut pas savoir. Mais bon, selon eux, voilà. Non, parce que quand ils vous montrent que vous êtes au bout du bras, il n'y a aucun satellite qui est sorti de la Voie lactée. Donc en fait, ils en savent rien. Vous voyez Alors, les galaxies spirales avaient jusqu'ici conclu que cette courbe était plate, c'est-à-dire qu'arrivée à une certaine distance du centre, la vitesse de rotation était constante. Or, ici, c'est la première fois que l'on découvre qu'au-delà de son disque, la courbe chute. Hein, comme s'il n'y avait pas beaucoup de matière, entre 50 et 80 000 années
du centre galactique. Alors, avait pour conséquence une réévaluation de la masse de notre Voie lactée sur des valeurs considérées extrêmement basses, de l'ordre de 200 milliards de fois la masse du Soleil. 5 fois moins qu'estimé auparavant. C'est rien 200 milliards de fois la masse du Soleil. Enfin, officiellement, parce que du coup... Et ça, vous savez que dans la Lune, il y en a qui l'ont observé, puisqu'elle a toujours la même face, qu'en fait, elle tourne comme ça. Non, non, je vous jure. Toutes les 1 heure, 2 heures ou 4 heures, vous voyez, parce qu'il y a des cratères. Et en fait, il y en a un, il a pris des photos, vous savez, de la Lune, à différentes... Et en fait, il se rendu compte que la Lune, elle tournait sur elle-même. Comme un cadran solaire, comme un cadran solaire, moi. Comme un cadran de montre. Truc de fou. Bon, après, je sais pas si c'est inventé ou pas, mais bon. Or, outre des gaz, des amas globulaires, des galaxies naines ou encore le nuage de Magellan, on a énormément de matière noire jusqu'à ces distances. Et autant de masses correspondantes, remarque Françoise Combe, grande spécialiste. Ah oui, de l'évolution. Ah oui, parce qu'elle, elle les a vues, l'évolution des galaxies. Ah ouais, depuis le temps. Elle, on dirait professeur Marty. Qui a des... un recul de plusieurs milliards d'années. Ah oui, sur le vaccin, ben elle, c'est pareil. L'équipe de François Hammer défend ses travaux en arguant du caractère singulier de notre galaxie, à l'inverse d'un grand nombre de galaxies spirales qui ont connu des collisions violentes entre galaxies il y a 6 milliards d'années, chose que tu as dû voir. La Voie lactée a évolué beaucoup plus tranquillement et calmement depuis 9 milliards d'années. Ah bah oui, elle te l'a dit d'ailleurs. Autre possibilité pour justifier la différence entre la Voie lactée et d'autres galaxies spirales, le mode d'observation, qui repose sur les étoiles pour la première et sur les nuages de gaz pour les secondes. Ah oui, non, mais en vérité, ils observent, ils savent même pas s'ils observent. Non, non, mais... me fatigue. Non, non. Eh ben, on finira par ça. Et voilà, parce que, alors, du coup, moi, ça, c'était vraiment un sujet de mes préoccupations premières au collège. Ouais, il faut dire que j'étais nulle en maths. Eh ben, vous savez quoi? Là, on fait les conditionnels, donc il faut écrire les formules dans Excel. Et en fait, il faut que tu les inventes dans ton petit cerveau, tu vois. Eh ben, j'arrive à t'inventer les formules Excel, tu vois, de conditionnel. Donc, je suis pas si con que ça, tu vois. Le MIT invente une technologie de dessalement passive et solaire, moins coûteuse que l'eau du robinet. Ben, c'est pas un peu ce qu'ils font pour récolter le sel? C'est-à-dire, ils prennent, oh la mouette, ils prennent de l'eau salée, ils le mettent sur une plaque, et ils le font évaporer. Ah non, mais il n'y a plus d'eau après. Ah ben, ils récupèrent la vapeur d'eau. Voilà. Et le genre de distillation. Et après, l'eau, elle est plus salée et il reste le sel. Et ouais, ça doit être ça. Vous allez voir. Hein. Alors, l'intérieur de cette boîte est réparti en 2 étages. Son principe de fonctionnement est simple. Tout d'abord, l'eau de mer passe dans sa partie supérieure dotée d'une couche d'évaporation. Cette dernière sert à chauffer et à évaporer l'eau grâce à l'énergie thermique solaire. Ensuite, la vapeur d'eau est transportée vers la moitié inférieure de la boîte. Celle-ci est refroidie à l'aide d'une couche de condensation. Ouais, ils ont fait de la distillerie. Hein? Non, non, mais... Ah, les mecs du Engbati, ils sont super contents. Non, non, mais moi, je te la fais ta boîte. Hein. Non, mais lol. Non, mais c'est une blague. Elle sera capable de produire 4 à 6 litres d'eau douce par heure. C'est tout. Non, enfin, c'est bien plus cher pour ceux qui... Mais bon, qui n'ont pas accès à l'eau potable. Mais je veux dire... Non, non, mais je le savais. Non, non, mais je le savais. Et pourtant, Dieu sait si j'étais bidon en physique. Non, moi, j'étais bonne en sciences naturelles. Ah ouais, moi, sciences naturelles, j'avais 19 sur 20. Ah oui, non, non. Physique, j'avais 0,5. Ouais, de moyenne. Ouais, sur le mois. Ouais, ouais, c'est ça. En français, j'avais 16. En latin, j'avais 19. En anglais, j'avais 14, à peu près. Bon, espagnol, c'était pas ma langue. Et dessin 19, EMT, éducation manuelle et technique 19. Maths, j'avais 1. Non, ça me plaisait pas les maths. Ouais, non, ça me plaisait pas. Alors, géo-ingénierie. Oh, quel pays seraient les gagnants et les perdants de la modification artificielle du climat? Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, les complotistes. Antisémites. Ah ouais. La géo-ingénierie, une technologie controversée pour freiner le changement climatique, pourrait favoriser la productivité alimentaire. Oui, c'est sûr. Alors, de quoi il nous parle?
Mais cela n'est pas gagné au vu des nombreuses critiques dont cette approche fait l'objet. Ainsi, au mois de septembre, une douzaine de personnalités internationales avaient réclamé un moratoire sur les expérimentations de géo-ingénierie solaire à grande échelle. Donc, comme je vous disais, il est faux. Alors, parmi les approches envisagées, la technique la plus souvent évoquée est un type de géo-ingénierie solaire. Il s'agit de l'injection d'aérosols stratosphériques. Oui, bio. En envoyant un gaz, le dioxyde de soufre. Bon, oui, bon goût. Bon, cela formerait un nuage d'acide sulfurique bloquant une partie... Ils sont graves, hein. Ils veulent nous foutre un nuage d'acide sulfurique au-dessus de la tronche. Les 12 cerveaux. Ah ouais, non, non. Dans la revue Nature Food, des scientifiques américains, Rogers et du National Center for Atmospheric Research, ont simulé plusieurs scénarios climatiques avec ou sans SAI. Mais c'est quoi ça? Eh ben oui, aucun scénario ne profite à tout le monde. Bah oui, parce que tu es sur une boule. Oh putain. Les nations peuvent avoir des idées différentes sur ce qui constitue une température mondiale optimale, ce qui pourrait entraîner des conflits. Mais c'est-à-dire que tu peux pas avoir, par exemple, 20 degrés de partout. Tu vois, que ce soit au nord, au sud, au milieu, à l'est, à l'ouest. Tu vois, à un moment donné, il faut des différences de température quand même. Des fois, je me dis, mais est-ce qu'ils font vraiment partie de notre... Est-ce que c'est des humains, quoi? Non, mais les mecs, pour penser ça, pour penser que tu vas foutre un nuage d'acide sulfurique au niveau de la Terre, tu vois, un gros nuage? Non, je sais pas. Alors, celui-là, magnifique, parce que c'est un peu ce que je pense. Un peu. Fait, je suis mitigée. Vous voyez, voilà. Alors vous allez vous dire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte? Développer.com. L'univers est-il simulé? Une nouvelle loi de la physique pourrait soutenir l'idée selon laquelle nous vivons tous dans un programme informatique qui serait un miroir de la conscience universelle. Et ouais. Et c'est ce que je me dis des fois. Vous voyez? Quel est le sens de la vie? Alors, ou ici, tu es né genre de purgatoire, tu vois, un peu comme dans Lost. Tu es là, en fait, tu avais une vie avant, tu vois. Après, tu te retrouves là et tu dois, malgré tout ce qui t'arrive, que tu peux avoir une souffrance physique, une souffrance mentale, la perte de proches, tu vois, la maladie, la guerre, et catastrophe naturelle, tu vois, fait bon. Je me dis, et après, soi-disant, tu meurs et tu vas au paradis. Donc c'est un test ici, tu vois, tu es testé en fait. Et je me dis, mais pourquoi? Et il paraît que, puisqu'il y en a que par exemple ils ont mal et après dans leur cerveau ils ont pas mal et du coup ils ont pas mal. Vous voyez, donc c'est que il y a quelque chose de plus que juste le physique. Vous voyez? Alors, contrairement à la deuxième loi de la thermodynamique, la deuxième loi de l'infodynamique stipule que l'entropie de l'information des systèmes contenant des états d'information doit rester constante ou diminuer au fil du temps pour atteindre une certaine valeur minimale à l'équilibre. Cette observation dont le docteur Melvin Vopson fait part dans un récent communiqué est susceptible d'avoir des implications considérables pour toutes les branches de la science et de la technologie. Alors, selon laquelle nous ne sommes que des personnages dans un monde virtuel avancé. Alors, le docteur Melvin Vopson est parti du postulat que l'information est en fait une cinquième forme de matière dans l'univers. Il a même calculé le contenu en information entendue par particules élémentaires. Ces études ont conduit à la publication en 2022 du protocole expérimental permettant de tester ces prédictions. L'expérience consiste à effacer l'information contenue à l'intérieur des particules élémentaires en les laissant s'annihiler avec leurs antiparticules dans un éclair d'énergie en émettant des particules de lumière connues sous le nom de photons. Alors, suggère que la diffusion de l'information est un principe fondamental qui guide ou limite les dynamiques de l'univers simulé. L'une des questions au centre des recherches du Dr Vopson est de savoir si cette dispersion de l'information est programmée ou s'il s'agit plutôt d'une espèce de bug de la simulation qui sous-tendrait notre réalité. Ils établissent en sus un parallèle entre la gestion de l'information dans l'univers et les mécanismes de compression des données pour économiser l'espace de stockage et optimiser les consommations d'énergie. Bref, un axe additionnel de recherche qui renforce la théorie d'un univers simulé. Je sais pas, hein. Parce que franchement, des fois, tu te dis, des fois,
Tu vois, l'histoire de ce poteau et de ce scooter, tu vois. Qui sont allés me foutre un poteau là, alors que franchement, qui c'est qui va mettre un poteau là? Et finalement, ça m'a servi pour mettre mon scooter. Alors je sais pas, est-ce que... Parce que pendant plusieurs jours, je me suis dit, mais où c'est que je vais le garer, ce putain de scooter? Enfin, pendant les 2 jours où il était dans le garage, j'ai dit, où je vais le garer, mon scooter? Du coup, j'ai dit, mais ouais, ils ont mis le poteau, pour moi. Ah oui. Futurascience.com. Je vous avais parlé de l'astéroïde, là, qu'ils n'avaient pas réussi à ouvrir la boîte et tout, la NASA, machin et tout, que je vous ai dit, il y a eu problème. Ah, mort de rire. Alors, ils devaient l'analyser, d'accord, la poussière noire et tout, vous vous rappelez? Bon. Astéroïde Bennu. Huffingtonpost.fr. La NASA n'a pas le bon tournevis pour ouvrir la boîte qui contient les fragments. Pour vous dire comme ils vous prennent pour des cons. Rappelez-vous, la sonde, elle a tapé avec le gobelet l'astéroïde et elle a récupéré des fragments puisqu'ils vous ont dit, la sonde après elle est partie, vous vous rappelez quand je vous ai lu l'article, la sonde elle est partie, la boîte elle était mal fermée et des fragments ils se sont échappés. D'accord, qu'ils ont retrouvé de la poussière. Ok. Qui c'est qui a fermé les vis? Qui c'est qui a fermé les vis puisqu'ils n'ont pas le bon tournevis pour ouvrir les vis de la boîte? Je vous dis, vous prenez pour des cons. Imaginez la frustration. Un conteneur de poussière d'astéroïdes est entre vos mains après un voyage de 200 millions de kilomètres dans l'espace. Une incroyable manœuvre de récupération pour embarquer les précieux morceaux. Ok. Et il vous manque le bon tournevis pour l'ouvrir. Une petite dose de poussière spatiale était déjà visible. Ok. Récupérée et passée au microscope, elle a pour le moment démontré ce que les astronomes avaient calculé depuis la Terre. Bennu est faite en partie d'eau et de carbone. Mais c'est-à-dire d'eau, ok, CO2, O2, mais de carbone, c'est-à-dire, c'est quoi, de la poussière, de la terre, c'est quoi du carbone? Non, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en carbone, tu vois. C'est à l'intérieur du conteneur que se trouve le gros de la prise, les 250 grammes, toujours isolés du monde par une boîte. Mais c'est là qu'il est un léger contretemps, la boîte en question appelée TAGSAM est si bien scellée et les précautions pour la rouvrir sont si grandes qu'elle reste pour le moment fermée. L'équipe a découvert que 2 des 36 vis utilisées sur le TAGSAM ne pouvaient pas être enlevées avec les outils de la boîte à gants d'Osiris-Rex. Ils vous prennent pour des cons, là. Ils nous prennent pour des cons. C'est-à-dire, les mecs, ils ont envoyé une sonde avec dedans une boîte pour récupérer des trucs avec son bras mécanique et tout. Une boîte à gants avec des outils dedans. Mais sur la Terre, ils n'ont pas les bons outils. Et les outils, ils n'ont pas les bons outils puisque les outils de la boîte à gants ne correspondent pas et donc ils ne peuvent pas ouvrir la boîte. Donc, c'est-à-dire, ils ont mis 36 vis vissés avec on ne sait pas quoi puisque du coup, ils n'ont pas les outils pour l'ouvrir. Non, non, mais je vous dis, ils vous prennent vraiment pour des cons. La NASA explique ainsi en avoir tout de même récupéré une partie en glissant une pince à l'intérieur. Pourquoi tu peux pas prendre une meuleuse? Tu peux pas prendre une meuleuse, tant pis. Je t'en fous, de toute façon, il y a 250 grammes de fragments. Tu peux pas prendre une meuleuse et l'ouvrir, le truc. Non, non, mais moi, je vous dis, ils vous prennent pour des cons. Non, non, mais moi, je vous dis, ils vous prennent pour des cons. Ils ont rien récupéré du tout. Ils vous prennent pour des cons. Comment? Non, mais... ah, ben ça, alors. Non, non, mais... Ah, vous avez vu? C'est bien, ils ont bien mes projecteurs, hein? Ah ouais, non, ils sont trop bien mes projecteurs. Donc, non, ils vous prennent pour des cons. Là, non, mais là, je vous le dis, ils vous prennent vraiment pour des cons. Voilà, puisqu'on y est, on a la suite. Alors, ça, c'était il y a 6 jours. Donc, bien après l'article que je viens de vous lire, première révélation publique par la NASA d'un échantillon de l'astéroïde Bennu qu'ils ont essayé de sortir avec une pince parce qu'il y avait 2 vis récalcitrantes, parce que bon, ils n'ont pas de meuleuse, tu vois, pour couper le truc. Non, non, mais mort de rire. Alors, voilà. Cet échantillon de l'astéroïde Bennu est présenté au public pour la première fois. Ok. Ah, il expose. D'accord. La mission Osiris-Rex a utilisé une technologie de pointe projetant un gaz comprimé pour déloger et collecter des particules de Bennu. Ah oui, non, mais c'est sûr. Mais ils n'avaient pas une tournevis pour ouvrir la boîte. Non, non, mais lol. Associé au mécanisme touch and go, cette méthode garantit les échantillons sont prélevés sans contamination ni altération. Ah oui. Bennu est un astéroïde potentiellement dangereux ayant une chance sur 2700 de heurter la Terre en 2182. Alors, présence de carbone et de minéraux hydratés. De plus, la découverte de minéraux riches... Oui, mais c'est lesquels de minéraux? Voilà, nous, on voudrait savoir le nom des minéraux. Tu vois? Et le pire, c'est que les mecs qui font ça, ils sont à fond. Ils croient vraiment qu'ils sortent... Ah non, non, moi, je crois plus à la NASA. Putain, ça y est, c'est mort.
Ah ouais, non, non, c'est mort la NASA, mais c'est mort. Quand vous lisez ça, là, la technologie super, dernier top de l'univers et tout, tu n'as pas une tournevis pour ouvrir? Tu n'as pas une meuleuse? Tu peux pas? Tu mets un petit coup de meuleuse? Tu veux que je te prenne ma meuleuse? Non, je sais pas, parce que du coup... Ah, ben non. Alors, attendez. Oula, 55 secondes. Non, parce que... Non, non, parce que celle-là, il faut la vivre. Non, non, il faut le lire, celui-là. Géo.fr, faire fondre la Lune pour bâtir des routes. Des scientifiques ont fait le test en laboratoire. Scientific Reports nous apprend qu'une expérience menée en laboratoire devrait permettre un jour de construire des habitats dans l'espace en faisant fondre le sol lunaire. Les mecs, ils sont même pas capables d'y envoyer une sonde. Non, non, mais... Et les mecs, ils vont te fondre le sol lunaire. Non, non, mais mort de rire. Le régolithe. Autrement dit, il s'agirait de faire fondre cette matière pour obtenir une pâte malléable utilisée au moment de créer des objets grâce à une imprimante 3D. Et après pour aller sur la planète rouge. Oh putain, on n'y est pas. Ah putain, ah non mais c'est bien, non mais c'est bien. Non, non mais c'est bien. Bon après, voilà, les sports fait vivre, hein, mais je veux dire, non, non, mais on n'y est vraiment pas du tout. Et donc on va finir par celui-là, parce que celui-là, super rigolo, comme quoi. Ils nous prennent vraiment pour des cons. Ça m'intéresse.fr, le théorème de Pythagore n'a finalement pas été inventé par Pythagore. Non, non. On sait moins que ce n'est pas ce mathématicien grec qui a inventé cette méthode de calcul de la diagonale d'un carré que l'on apprend généralement en quatrième. Eh ouais, je sais. Ouais, le théorème de Pythagore, c'est très compliqué pour moi. On a toujours été confronté à lui, même s'il a oublié depuis. Non, non, fille, j'ai pas oublié. Non, non, t'inquiète. Sa formule permet de calculer la longueur du côté le plus long d'un triangle rectangle, ou l'hypoténuse. Voilà. Sans trop nous remémorer ses souvenirs peut-être douloureux. Ah oui. Alors, il a été inventé par le mathématicien grec Pythagore, 580 avant Jésus-Christ. Ah oui, non, parce qu'il y avait des papiers qui ont attesté que Pythagore avait inventé la solution mathématique. Eh oui. Au Moyen-Âge, il n'avait pas. Mais les Grecs, il avait. Tu vois, voilà. C'est pourtant raté, car plusieurs découvertes sont venues confirmer les doutes qui existaient déjà. Le théorème daterait d'une époque bien plus ancienne. Les dinosaures. Non, c'est pas vrai. L'homme de Néandertal. Ah oui, non, parce qu'on peut en aller. Puisqu'il a été retrouvé sur une tablette d'argile babylonienne. Et ça, vous dites pas comment ils font pour retrouver des tablettes d'argile. D'argile. Non, non, mais d'argile. Qui datent de 1800 à 1500 ans avant notre ère. C'est-à-dire il y a à peu près 4000 ans. Et que les trucs sont en parfait état. Toi, déjà, ta vaisselle, c'est compliqué de la garder pendant une dizaine d'années sans en casser une et tout. Mais eux, les tablettes d'argile babylonienne, 4500 ans. Nickel. Elles n'ont pas pris l'eau, elles ne sont pas cassées, elles ne se sont pas effritées, elles ne se sont pas... Non, non. Alors, donc ça viendrait des Babyloniens. Bah oui, parce que du coup, cette dernière, sur laquelle on trouve une écriture cunéiforme, comporte un carré avec des triangles à l'intérieur. Attends, le mec, il s'est fait un délire. Comme quoi, pendant... Moi, par exemple, quand je suis au téléphone, des fois, j'ai fait des carrés avec des triangles à l'intérieur. Tu vois? C'est pas pour ça que j'ai inventé le théorème de Pythagore. Tu as vu? Non, ben voilà. Ben vous savez que... Bon, alors, du coup, on ne sait pas qui c'est qui l'a écrit. Parce que du coup... Mais en tout cas, c'est pas Pythagore. C'est des Babyloniens. Eh ouais. C'est-à-dire des bougnoules. Des bougnoules. L'attribution de... Alors, provenir de son école pythagoricienne. Eh ouais. Une confrérie scientifique. Ouais, c'est plutôt une secte. Mais bon. Ben voilà, vous savez que maintenant, Pythagore, ben, peut-être lui aussi, est une invention. Sûrement des Américains. Ah ouais, moi, pour moi, il y a tout qui est invention maintenant. Bon ben voilà, mais j'ai fini sciences et technologies. Pour une fois, je ne me suis pas trompé de thème, de rubrique. Je vous souhaite un bon week-end. Et je vous dis, prenez soin de vous, faites attention à vous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.